Bon. Je suis Baptiste Nickel, chef de produit donc de l'IGO Archive plutôt gestion, et j'ai en charge des prochaines évolutions de l'outil de gestion chez les technologies. Donc un peu de respect pour vos typologies documentaires, c'est une intervention qui propose d'étudier les solutions à mettre en place pour décrire les fonds d'archives dans les services. Alors, on va partir de plusieurs constats. Le premier étant la variété des fonds, effectivement. Variété des fonds, ça signifie variété des époques pour les documents. Les documents donc, qui peuvent provenir du Moyen-Âge ou de l'époque moderne ou de l'époque contemporaine. Évidemment, on va les traiter, les décrire d'une manière différente selon les cas. Variété des fonds, ça signifie aussi variété des supports. Si je reprends le même exemple entre une charte du Moyen-Âge, peut-être sur parchemin, et un document contemporain, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des supports qui peuvent être complètement dématérialisés, et donc dans les deux cas, on va avoir des besoins de description différents. Second constat, correspondant à la variété des typologies, donc les services d'archives ont à gérer à la fois des documents d'archives, mais pas que. On peut aussi trouver, et c'est souvent le cas, ce que l'on voit, des fonds bibliographiques ou des fonds iconographiques, des objets, des fonds figurés. Donc selon les typologies, on va décrire les documents différemment. En ce qui concerne les typologies, on peut aussi, on peut citer pour des documents d'une époque, identique, par exemple l'époque contemporaine, eh bien des fonds, des documents différents. Donc, je peux prendre l'exemple pour les archives communales de délibération ou de permis de construire. Dans les deux cas, on va avoir besoin de grilles de description différentes. Alors, finalement, les professionnels ont un besoin important qui est de décrire tous les documents. Et pour filer un peu la métaphore, on va dire que les archivistes ont une variété de descriptions importantes à prendre en compte. Alors, heureusement, il y a des normes métiers qui ont été créées et qui présentent un certain nombre d'avantages pour les archivistes. Le premier étant un avantage d'homogénéité, c'est-à-dire que tous les professionnels presque vont avoir tendance à utiliser ces normes pour décrire les mêmes types ou les mêmes fonds. Donc ça donne une certaine cohérence à l'ensemble. Dans un contexte d'informatisation, l'usage de ces normes va permettre une relative interopérabilité entre les systèmes d'information. Donc ça aussi, c'est très important dans ce contexte-là. Et puis, pour les publics, l'usage des normes est rassurant finalement, puisqu'ils vont s'attendre à trouver un certain formalisme, on va dire, qui facilite la lecture, la lecture et la recherche des documents. Alors, un inconvénient majeur, s'il faut en citer un dans l'usage des normes, c'est évidemment une certaine rigidité du cadre normatif. On voit bien aujourd'hui que certaines normes métiers sont un petit peu différentes dans la théorie et dans la pratique, et donc ça demande aux professionnels de s'adapter effectivement selon les besoins. Alors, comme je parlais au départ de variété de fonds, de variété de typologie, on peut évidemment parler de variété de normes. Il en existe un certain nombre, que je ne vais pas tous citer, mais je vais en citer un certain nombre, et puis on va voir ça à la suite. En tout premier lieu, pour les documents d'archives, on a la norme ISAGE qui est utilisée avec son pendant technique l'XML-EALI. Donc aujourd'hui, ISAGE est utilisé un petit peu partout en France ou à l'étranger. Puisque je parlais tout à l'heure des fonds bibliographiques, eh bien, on va pouvoir utiliser la norme ISBD, la description des documents de la bibliothèque. Pour les fonds figurés ou iconographiques, on va pouvoir utiliser aussi ISBD pour les fonds figurés, des grilles particulières également. Et puis, on pourrait très bien donc utiliser d'autres normes dans les systèmes d'information, dans les systèmes informatiques ou autres. Alors, justement, l'outil informatique, on va en parler maintenant. Pour répondre à tous ces besoins, il va falloir disposer de solutions qui soient adaptables et adaptées aux besoins.
il y a au moins 3 besoins qu'on peut relever dans ce cadre-là. Le premier étant un besoin de description. En tout premier lieu, il faut que les archivistes puissent décrire leur notice selon la variété des documents. Donc voilà, élaboration de données avec la proposition de grilles de saisie particulières selon les besoins. Il faut aussi que l'outil informatique puisse également proposer le support des normes que j'ai citées précédemment. C'est un premier besoin. Le second, j'ai essayé de pouvoir les gérer, les données, pouvoir modifier les notices de description qui ont pu être réalisées au cours du temps. Des descriptions dans les services d'archives qui peuvent dater du 19e pour des inventaires par exemple, ou même d'avant. Et ces informations-là, il faut qu'on puisse les rétroconvertir dans les normes actuelles, pouvoir les alimenter, les faire évoluer dans le temps, tout en respectant les évolutions en matière de normes. Vous savez par exemple que le AD va être modifié d'ici la fin de l'année, donc il va falloir que les outils prennent en compte cette évolution. Troisième besoin, qui est aussi très important, c'est effectivement la restitution des données, la diffusion. C'est bien de pouvoir décrire, mais le but, la finalité, c'est de pouvoir aussi proposer des documents aux différents types de publics, que ce soit sur Internet, via des portails documentaires, en salle de lecture ou à des organismes, à des services versants. Dans tous les cas, il faut que la restitution des notices soit efficace. Alors, la restitution intellectuelle, effectivement, dans ce cadre-là, elle doit utiliser, à notre sens, elle doit respecter des grands concepts comme l'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir adapter les notices de description au public. Donc je vais prendre un exemple tiré de l'IGEO. Par exemple, dans l'IGEO Gestion, on a des formulaires de description bibliographique qui utilisent donc la norme ISBD, qui ressemble à ce qu'on a dans cette capture. Et l'archiviste ici va pouvoir décrire un certain nombre d'informations. Pour autant, dans une sortie papier de type bibliographique, toutes les informations ne sont pas forcément sorties. On va garder les niveaux de description, on va garder des informations de cote, mais surtout au niveau du formalisme, on respecte ISBD, puisque c'est ce à quoi on s'attend, c'est ce à quoi les publics s'attendent également. Donc respect d'ISBD et grille de saisie particulière. Un autre exemple d'adaptation, dans l'IGEO Gestion toujours, on a un formulaire qui permet de décrire les fonds figurés. Donc je l'ai dit, ISBD fonds figurés, avec un onglet ici d'indexation. Donc on a des termes d'indexation contrôlés pour des noms géographiques ou pour des noms matières. Et bien dans la sortie papier, on va pouvoir décider de ne sortir que les notices, donc avec les titres, avec les notions d'édition, des notions de dimension, etc. Et l'indexation, elle n'est pas sortie directement dans la notice du 1F1 par exemple, mais en fin d'instrument de recherche. Voilà, adaptation par rapport à ces normes et aux grilles de saisie. Il faut aussi respecter, il faut être pragmatique en fait quand on fait une édition documentaire de ce type-là. Et je vais prendre l'exemple d'une sortie papier standard. Donc, en ISAG, on peut décrire énormément d'informations dans les grilles de saisie. Pour autant, par exemple, dans l'IGEO Gestion, on peut faire le choix de ne sortir que les niveaux de description, et puis au niveau le plus fin, au niveau des articles, la cote, l'intitulé et les dates. Tout ça pour ne pas gêner la compréhension et pour avoir des notices qui soient facilement consultables. Ça ne veut pas dire que dans les moteurs de recherche, on ne va pas pouvoir rechercher dans l'indexation ou dans des analyses de présentation de contenu, mais dans la sortie de papier, il faut être pragmatique et éventuellement adapter justement l'édition pour qu'elle soit facilement lisible. Donc ça demande une certaine cohérence, ça demande parfois justement une certaine simplicité. C'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que il faut être capable de restituer le maximum d'informations sans on va dire, tordre le cou à ce qu'on a pu décrire, mais donc, garder cette intégralité d'informations, mais aussi garder à l'esprit que la simplicité
l'édition des informations est très importante. Alors, en dernier lieu, je voudrais parler aussi de la diffusion électronique pour l'opposer, enfin, pour la présenter à côté de la diffusion traditionnelle papier. Justement, l'IGO-archive, c'est à la fois l'IGO-gestion, c'est aussi l'IGO-diffusion. Et donc ici, j'ai pris l'exemple tiré d'un instrument de recherche décrit dans l'IGO, avec une analyse qui est assez longue, hein, depuis Cameroun jusqu'à dossier général. Donc pour le papier, ça ne pose pas forcément de problème, on va pouvoir sortir tout ça de cette manière. Pour autant, sur une sortie électronique, on a fait le choix là, sous l'IGO diffusion, eh bien, de ne sortir que la cote, le terme d'indexation qui sort ici Cameroun, puisque c'est ce qui avait été tapé dans le champ de recherche, et puis uniquement l'intitulé. Et en cliquant sur la petite puce plus, et bien à ce moment-là, on va pouvoir sortir l'ensemble de l'analyse dans une sortie web, générale. Alors, pour synthétiser, le respect des typologies documentaires, à notre sens, c'est à la fois un travail d'analyse, savoir ce qu'on va décrire à la base, la variété des fonds, des types. Ensuite, c'est justement la prise en compte des typologies documentaires, adaptation dans un outil dédié, avec des grilles de saisie particulières et adaptées. Et puis en dernier lieu, des choix éditoriaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décrire très finement certaines pièces, certaines descriptions, mais ça ne veut pas forcément dire qu'en sortie papier ou électronique, on va faire le choix de tout exporter. Donc, je vais finir là-dessus, mais ça se finit aussi sur une question ouverte que je vous pose à vous en tant qu'archiviste. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ça? Quel est le rapport entre vos niveaux d'indexation, vos niveaux de description et le fait de devoir faire des choix en sortie? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Est-ce que c'est pas difficile de se dire qu'on a beaucoup indexé et que finalement on va pas pouvoir tout sortir correctement? Enfin, en tout cas en totalité. Oui. Moi, je suis un peu interpellée par votre présentation parce que il y a un certain nombre de services d'archives qui gèrent effectivement les archives et la bibliothèque sur les mêmes logiciels. Oui. Déjà, ce n'est pas toujours le cas. Et une des forces, notamment de la norme ISAG, c'est qu'on a énormément de zones, on a 6 zones, je crois, et après un certain nombre d'éléments en dessous, mais c'est quand même quelque chose de très très souple. Et en fait, on fait tous de l'ISAG sans le savoir à partir du moment où on a des champs dans les logiciels qui sont clairs et qui sont obligatoires ou non obligatoires. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait faire et qu'on fait plus ou moins, je failli dire inconsciemment, indépendamment quelquefois des typologies documentaires. C'est sûr qu'on ne va pas forcément décrire des images, des cartes postales ou des affiches exactement de la même façon qu'un dossier, mais on n'est pas forcé d'avoir des grilles toujours finement adaptées, parce que du coup, on pourra aussi avoir le problème inverse qui est à un moment donné d'avoir trop de grilles spécifiques selon les typologies documentaires. Alors, je comprends effectivement ce qu'on observe simplement par rapport à ça, c'est que si les grilles de saisie sont trop souples ou trop élargies, en fin de compte, on a l'impression que les personnes qui saisissent perdent le sens effectivement de ces grilles et ne savent plus finalement quoi renseigner ou fond. Et il faut les créer parce qu'en général on nous vend des outils super paramétrables, mais quelquefois, je ne sais pas comment les autres outils, mais il arrive que le paramétrage soit très long et qu'on ait des systèmes de macros ou de moulinettes justement pour arriver à ce que sur le papier en mode édition on ait effectivement la description tout bien faite avec les points tirés, tout ce qu'il faut en termes de ponctuation, et que ça puisse être quelquefois compliqué à la mise en œuvre. D'où finalement, oui. Non, et je comprends en fait, mais finalement, d'où l'intérêt d'utiliser des grilles spécifiques, puisque dans ces cas-là, pour les sorties éditoriales, vous allez facilement pouvoir générer le format qui vous intéresse, puisque vous n'avez plus besoin de choisir entre une dizaine de champs. Si vous en avez besoin que de 5
par exemple, c'est un exemple qui n'est pas forcément de sens, mais si vous en avez besoin que de 5 pour un type de document, vous allez les utiliser tous les 5 à chaque fois, et le format de sortie va être propre immédiatement sans que vous ayez besoin de paramétrage, d'autres paramétrages spécifiques. Ouais, il y a un équilibre à trouver effectivement entre, le trop spécifique et le trop général. Oui. C'est aussi une tentation dont on peut revenir. Oui. Anne-Catherine Marin, archiste de Lyon. Je me pose aussi effectivement exactement la même question. Et alors, pour réfléchir plus loin, comment les choses se passent quand on affiche des notices qui sont issues du formulaire standard et issues du formulaire iconographique, par exemple, et qui sont mêlées dans un instrument de recherche. Alors, dans le module de classement de l'IGO-gestion, on peut effectivement décrire des différentes cotes à la fois dans le formulaire standard ou dans le formulaire icono, par exemple. Dans ces cas-là, on respecte de toute façon quand même le format ISAGE, c'est-à-dire les niveaux de description. Et puis, donc, on va avoir, selon le formulaire qui a été employé, une sortie différente, c'est ce que je présentais, mais à l'intérieur du même instrument de recherche. Par défaut, c'est comme ça que ça sort. Ensuite, on peut travailler, on travaille au cours des phases de recueil de besoins pour essayer de trouver des solutions concrètes au paramétrage de ces sorties. Mais aujourd'hui, oui, c'est vrai que si on a à la fois des notices biblio ou des notices icono dans le même instrument de recherche, on va les sortir différemment dans le même instrument de recherche, tout à fait. Ce qui peut poser problème. Est-ce que l'équivalence ISBD pour les grands ISO et l'EAD, finalement ça revient à traduire en EAD oui, tout à fait. tous les différentes normes, et ça c'est paramétrable, ou parce que je sais qu'on peut avoir parfois, on peut hésiter sur ce qu'on met dans tel ou tel zone, et ainsi de suite. On est dans un autre système où en fait tout est déjà en EAD, donc on ne se pose pas trop la question, mais des fois c'est vrai qu'on pourrait hésiter. Donc est-ce que vous avez prévu qu'on puisse paramétrer telle zone là, plutôt dans telle balise ou plutôt dans telle autre Alors en fait les formulaires de description sont assez facilement paramétrables d'un point de vue technique. C'est pas fourni, ce n'est pas une fonctionnalité qui est laissée aux utilisateurs. Simplement, donc, toujours pendant les phases de recueil des besoins, on a des grilles de correspondance, dans ce cas-là, très précis, et on va pouvoir discuter pour savoir si oui ou non ce champ ISBD il doit être stocké dans cette balise EAD ou plutôt dans une autre. Donc c'est assez facile pour nous de le modifier. En standard, on fournit notice d'identité, archivistique, bibliographique, iconographique, oui. Et puis on a travaillé avec d'autres clients pour l'Assemblée nationale et des notices de saisie qui sont différentes pour les dossiers de pension. Là, on a travaillé avec elle, l'équipe pour. Là, ça revient à raffiner vraiment la typologie. Voilà, exactement. C'est bon de On adapte les formulaires. En sachant qu'effectivement par rapport à ça, il faut quand même le dire, dans gestion, par défaut, on a 3 types de formulaires, donc le formulaire standard, ISAGE, le formulaire ISBD pour la bibliothèque et donc le formulaire iconographique. En général, c'est suffisant pour tous les contextes, mais il nous arrive, puisque ça nous a été demandé en fait, effectivement qu'on paramètre de nouvelles grilles pour certaines typologies documentaires. Donc dans ces cas-là, il faut aussi qu'on envisage la sortie soit sur un portail documentaire, soit papier. Voilà. Oui. Nathalie Barré, archiviste de Clippoint. Est-ce que vous gérez ce qu'on peut appeler sur certains logiciels la partie article? Alors, ça c'est une question pertinente. Non, mais alors par rapport à ça, sans rentrer trop dans les détails de l'IGO-gestion, en fait, l'IGO-gestion est basée autour d'une base d'articles Unix, et donc ce sont ces articles que l'on génère, que l'on va classer, que l'on va récoller, etc. Et c'est l'élément de base, donc le plus fin en archivistique. Simplement, on s'est rendu compte dans certains cas que ce n'était pas suffisant encore. Donc on a vu l'exemple des sceaux, je peux citer les archives municipales de Lyon, effectivement,
où on a une charte d'un côté à décrire et puis un saut de l'autre, et dans ces cas-là, on ne va pas coter le saut à part. Donc on est en train de développer justement dans ce contexte-là cette notion de partie d'article qui aura quand même une identification technique particulière, c'est-à-dire qu'on va bien pouvoir distinguer la charte du saut, mais pour l'utilisateur ça sera complètement transparent et on pourra avoir donc des parties d'articles rattachées à des articles cotés pour le coup, et on pourra gérer de cette manière à la fois la description, mais aussi la communication des documents. Savoir si la partie d'article est communicable ou non, par exemple, par rapport à l'article lui-même. D'accord. Et éventuellement, deux types d'instruments de recherche. Si vous prenez les sauts, un instrument de recherche spécifique sur les sauts et un instrument de recherche prenant l'article et la partie de l'article. Oui. Et en fait, on a des modes de recherche en gestion qui permettent de, selon les types d'instruments de recherche, justement d'aller chercher dans toute la base d'articles ou de parties d'articles selon les contextes. Et donc, si vous avez un instrument de recherche spécifique pour décrire vos sauts, vous pourrez très bien utiliser uniquement les parties d'articles. Et si vous en avez un autre, c'est plutôt un contexte différent de description de charte avec le saut, vous pourrez utiliser les deux en même temps, sans problème. Enfin, c'est de cette manière effectivement qu'on fait évoluer l'outil. Alors je vais laisser ma place. Vous avez d'autres questions?